Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Olena Krychka. C'est une femme ukrainienne qui a vécu en Russie, en Ukraine, et puis à l'âge de 9 ans, elle a décidé qu'elle quitterait son pays. Et maintenant, la voici à Montréal depuis plusieurs années. Olena. Alors merci Olena d'être avec nous aujourd'hui. Donc Olena Krychka, est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, c'est super. Avant de parler de ton arrivée à Montréal, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton enfance. Toi, tu es née en Russie? Oui, dans le Grand Nord, en Sibérie. OK. Il fait combien en Sibérie? Ben, je me rappelle qu'il faisait parfois le 1er mai, par exemple, moins 40. Aïe, aïe, aïe. Le 1er juin, la glace a commencé à bouger dans la rivière parce que moi, je suis née au bord de la rivière. Mais pour nous, les enfants de Sibérie, il ne faisait pas si froid, donc c'était correct. Vous étiez habitués? Oui, il faisait froid probablement, mais lorsque la température allait plus bas que moins 35, je pense, les écoles étaient fermées. OK. Donc nous, on est resté à la maison, mais on n'avait pas de grand-mère, père, ni quelqu'un d'autre pour prendre soin de nous. Donc les parents travaillaient, puis nous, on a joué dehors, évidemment. Ah oui? C'était froid pour aller à l'école, mais pour jouer dehors, c'était correct. Fait que c'est surtout ce que tu te souviens de ton enfance en Russie? Ou... Bien, mon enfance était merveilleuse. Mes parents avaient beaucoup de prestations, des bénéfices, puis nous, comme les enfants aussi. Donc, on avait accès à tout ce qui était considéré comme luxueux, probablement, dans le reste du pays. Donc, moi, j'ai vécu avec l'expression tout ce que je pouvais potentiellement vouloir aujourd'hui, j'ai déjà eu hier. Non. Oui. Donc, j'avais aucun désir. Tout était fait, j'ai tout eu, donc c'était parfait. Je peux rien dire de mon enfance. J'ai pas souffert du tout. Il me manquait jamais rien. Mais après, vers l'âge de 9 ans, je pense, tu as déménagé en Ukraine de l'Ouest. Oui, mes parents ont décidé de déménager parce que pour moi, il ne faisait pas froid, mais pour eux autres, ils trouvaient qu'il faisait trop froid. OK. Donc, ils voulaient partir dans le climat plus chaud. Puis les températures ressemblaient à quoi? À l'hiver, il faisait 0 d'habitude. OK. Autour du 0. Mais il pleuvait tout le temps. C'était pas agréable pour moi. C'est sûr que le patinage était fini. Donc, je ne pouvais plus pratiquer aucun sport hivernal, en fait. Puis au début, oui, c'était pénible. Oui. Pour moi. OK. De ne plus avoir accès, d'avoir laissé tes amis, de plus faire les sports Absolument, qui t'intéressaient. J'ai changé complètement, pas seulement l'endroit, mais la langue aussi. Donc, à l'Ukraine, il fallait que j'apprenne la langue ukrainienne. Malgré que ce n'était pas forcé de l'apprendre à l'école et mes parents pouvaient choisir comme éliminer la langue ukrainienne du programme scolaire. OK. Mais ça n'a pas été fait. Donc, qu'elle apprenne l'ukrainien. Oui, je suis contente parce que mes parents ont été proposés, mais ma mère a dit que je n'étais pas idiote et que j'étais capable d'apprendre la langue ukrainienne en plus. Donc, il ne faut pas faire le choix discriminatoire. Puis, il fallait que je fasse les efforts. Puis, j'ai appris la langue ukrainienne, malgré que je suis allée à l'école russe. Mais c'était tout un changement. Il y avait aussi la question de l'électricité, puis de l'eau, oui, non? Ça, c'est arrivé déjà plus tard. C'est sûr que mes parents avaient très bons salaires en Russie, ce qui n'était pas le cas à l'Ukraine. Donc, je suis devenue comme tout le monde. Je n'étais pas habituée. Il fallait s'adapter. C'était toute l'adaptation. Et moi, je voulais toujours partir dès la première semaine d'arrivée ou presque.
j'ai rêvé de repartir en Russie, mais mes parents m'ont découragée complètement en disant qu'on resterait là-bas, qu'on ne partirait plus en Russie. Donc, je me suis dit, après avoir fini l'école, je vais retourner étudier en Russie, déjà au niveau universitaire. Mais en 1991, ex-soviétique a cessé d'exister. Donc, je me suis retrouvée dans le territoire ukrainien avec le passeport ukrainien, ce qui a compliqué beaucoup la vie. Et après la séparation, c'était vraiment une période extrêmement difficile. Oui, il manquait d'eau. L'électricité était sur horaire strict, comme 4 heures du matin, 4 heures du soir. C'est déjà vers probablement, oui, 1992, 13, 14. Donc, j'ai fini l'école dans le 20e siècle avec une chandelle. Il fallait que j'étudie. Il y avait l'électricité, c'est ça, elle coupait l'électricité, c'était de 4 heures à 8 heures du soir. Donc, elle était pas, au printemps, c'était pas trop pénible, mais à l'hiver, il faisait déjà noir à 4 heures. Donc, après 8 heures, il fallait allumer une chandelle pour continuer jusqu'à minuit, parfois 1 heure du matin à faire les devoirs. Donc, on était loin de la petite fille qui avait tout. Absolument. Absolument. Il fallait oublier toute cette histoire. Ça restait juste dans mes rêves et dans ma tête. Et là, tu as décidé, plus vieille, à 17 ans, de déménager en Ukraine de l'Est, c'est ça? Exactement. 1000 kilomètres de l'endroit où mes parents habitaient. J'ai déménagé plus proche de la frontière russe et j'ai étudié à l'université là-bas. Puis c'est là que tu as rencontré ton mari. Mon premier mari, oui. J'ai fini l'université en 1999. On s'est mariés la même année. Et puis, on a décidé de partir au Canada. Puis pourquoi le Canada? En fait, à l'époque, il y avait juste 3 choix, juste 3 pays offerts l'immigration officielle. OK. Tu pouvais appliquer juste soit au Canada ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Mais Nouvelle-Zélande, c'est une île perdue quelque part. C'est beau, c'est loin de toute la civilisation. L'Australie, oui, ça pouvait être un choix potentiel, mais les kangourous ne m'intéressaient pas vraiment. Puis il faisait trop chaud en Australie. J'aime pas vraiment la chaleur tout le temps extrême. Il restait juste Canada. Par dépit. Mais je pense que vous avez trouvé une place qui... Je pense que j'ai fait un bon choix, oui. Parce que la température est agréable pour moi encore. Les ressources infinies, tout est beau, la vie est belle, en fait. Mais à l'époque, on ne savait pas. Non. Tes amis pensaient quoi de ce choix-là? J'ai dit à personne jusqu'à la fin de l'immigration qui a duré pendant 3 ans. Je trouve que c'était long, mais c'est comme ça, il fallait tout vérifier. Je comprends aussi qu'il fallait vérifier tous nos papiers, la sécurité, la médecine, tout. Puis à la fin, quand j'ai déjà eu le visa canadien dans mon passeport, j'ai divulgué cette information à mes amis qui étaient très surpris. Ils m'ont dit, mais pourquoi Canada? C'est un pays perdu dans le nord, très mal développé au niveau technologique, puis c'est bon juste pour les gens en retraite. Puis pourquoi avoir choisi le Québec à la place de Toronto ou Vancouver? Mon mari était un traducteur de la langue française. Okay. Donc, le français, c'était sa première langue étrangère qu'il maîtrisait le mieux. Anglais, c'était la 2e langue. Moi, je n'ai pas parlé français du tout, même pas un mot. J'ai parlé quand même anglais assez bien, mais le français, c'était une langue morte pour moi. Donc, c'est une belle langue, mais je comprenais absolument rien.
Comme mon mari était le demandeur principal, donc c'est sûr que c'était évident que l'entrevue en français serait plus facile. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour arriver au Québec, il demandait de transférer une montagne de, si je me rappelle bien, 3800 dans le compte bancaire ici, tandis que tout le reste au Canada, il demandait quelque chose de 25 000. Ah ouais. C'était une grosse différence. C'est énorme. Oui, c'est énorme. OK. Mais l'entrevue en français était plus facile pour mon mari. Donc, quand ils nous ont appelés en 2000 à l'entrevue, lui, il parlait avec l'agent. L'agent d'immigration m'a demandé même pas une question. Peut-être il a bien compris que je comprenais absolument rien de ce qui se passait dans l'entrevue. Donc, vous étiez dans la même entrevue, mais c'est juste ton mari qui parlait. C'est ça. L'agent demandait des questions à mon mari sans cesse. Je le regardais parler quelque chose. Moi, je souriais, je comprenais rien. La vie encore était belle. L'agent ne regardait même pas. Il tapait constamment quelque chose sur l'ordinateur sans cesse. Puis il posait des questions. Mon mari encore parlait. Et après l'entrevue, il a fait un grand soupir. Puis il nous a donné à signer un document qui était un certificat de sélection du Québec. Okay. En fait, et à l'entrevue, il nous a dit que oui, vous êtes choisi comme par Québec. Et il fallait continuer juste un processus au niveau fédéral déjà. On a débarqué dans le quartier Saint-Henri que je n'ai pas vraiment apprécié à l'époque. Et après, Pourquoi? J'ai jamais vu duplex ou triplex dans ma vie. Les constructions m'étaient étranges, me paraissaient étranges. Moi, j'avais l'impression que triplex allait tomber. allait tomber, mais il n'était pas tout à fait droit. Puis moi, je m'imaginais que si je reste pour l'hiver, c'est sûr que j'aurais tombé des escaliers à l'extérieur, puis ils vont ramasser tous mes os par terre. En tout cas, c'était pas ça à quoi tu étais habituée comme construction? Absolument pas. Jamais vu dans ma vie. Et c'était dangereux un peu. J'ai dit à mon mari, peut-être c'est mieux de partir tout de suite. On n'a pas dépensé tout l'argent. On se retourne, voilà. On a dépensé un sou. On va partir. Et mon mari dit, ah, attends, on va voir, on vient d'arriver. Je dis, OK, on va attendre. Et finalement, c'est mon mari qui est reparti. Il n'a pas aimé au Canada et moi... Non. Oui, oui. Il est reparti après combien de temps? Après 4 ans. OK. Et moi, je reste encore. Donc, toi, tu as décidé de suivre le cours de français, d'alphabétisation, c'est ça? Oui. Parce que dès le départ, on est allé dans un centre qui aide aux immigrants et j'encourage tout le monde d'y aller. En particulier, on est allé dans le centre Le Maisonnet où j'ai rencontré un extraordinaire agent qui m'a beaucoup aidé à préparer mon CV, puis qui m'a donné beaucoup d'informations très utiles. Et sans français, absolument, le 1er juillet, j'ai déjà commencé à travailler à la baie au centre-ville. C'est lui qui m'a encouragé d'y aller, d'appliquer. Et puis, j'ai eu Donc, ça faisait 1 mois et demi que tu étais là. Tu avais déjà trouvé un travail. Oui, j'ai déjà trouvé un travail, mais j'ai été motivée. Puis, en plus, il m'a fait un excellent CV. En plus, je suis allée à la Banque Desjardins ukrainienne et je suis encore membre de la Caisse populaire. À la banque, je me rappelle déjà pourquoi. Je suis allée avec tous mes diplômes ukrainiens, puis ils m'ont proposé le travail tout de suite. Ils m'ont dit on a besoin de teller, la caissière. OK. Puis ils m'ont proposé un emploi. Mais moi, j'ai pas parlé du tout français, j'avais peur. Comment je vais servir les clients juste avec la langue ukrainienne et anglaise? C'était épeurant et j'ai été
très jeune. Aujourd'hui, s'il m'avait proposé cet emploi, c'est sûr que je l'aurais pris. Je ne regrette pas, mais c'est ça. Et en fait, j'ai été appelée déjà le 3 août pour le cours de francisation. Il fallait que je quitte l'emploi à la baie et j'ai commencé... Pour suivre le cours, OK. Pour poursuivre le cours, oui. J'ai été payée pour ce cours qui était offert par le gouvernement québécois. Dans mon cas, c'était 10 mois. OK. Dans 10 mois, c'était la période maximale que tu pouvais faire la francisation. Et voilà, j'ai commencé à étudier le français. Puis tout au long de tes études de français, tu as aussi trouvé un autre emploi qui t'a permis de faire les deux, c'est ça? Puis où tu as même pu Exactement. pratiquer ton français. Exactement. Vers le mois d'octobre, j'ai déjà compris que j'ai parlé français assez bien pour passer l'entrevue en français. Et je suis allée en cours. On était bien conseillés par les agents, par les différentes personnes, en fait, dans les endroits gouvernementaux, d'aller dans le centre local d'emploi. Et je suis allée là-bas et j'ai trouvé une annonce. Ils cherchaient les vendeurs dans le supermarché IGA au centre-ville. Je me suis présentée à l'entrevue, mais j'étais très motivée. Donc, avec mon français très précaire à l'époque, j'ai passé l'entrevue et j'ai été engagée. J'ai tout expliqué la situation, que je pouvais travailler. J'avais le droit de travailler pendant 10-12 heures à peu près par semaine. Et j'ai toujours reçu mon chèque du gouvernement pour la francisation. Tout en suivant le cours. Tout en suivant le cours. Parce que c'était à temps plein du lundi au vendredi de 8 à 4. Puis ensuite, après tout ça, fait que là, tu as appris le français assez rapidement puisque tu pouvais parler avec les gens avec qui tu travaillais aussi. Ça a dû être un plus. Absolument. Et c'est plus avec eux autres que j'ai appris. C'est sûr que dans la francisation, on a reçu encore beaucoup d'informations très pertinentes et importantes, comment fonctionne la société. Voilà, mais la langue comme telle, oui, j'ai appris avec mes collègues de travail. Puis ensuite, tu as décidé de retourner étudier pour trouver un nouvel emploi. Tu avais étudié quoi exactement en Russie? Moi, à l'Ukraine, j'ai fini l'Université des études orientales et des relations internationales. OK. Donc, ici, est-ce que tu as eu envie de te pencher vers ça? Ou... J'avais envie et je probablement pourrais continuer les études dans ce domaine, mais par chance, probablement, que je comprends aujourd'hui, quand j'ai appliqué pour faire une équivalence de mon diplôme universitaire, j'ai reçu une équivalence qui n'avait absolument rien à voir avec les études que j'ai eues à l'Ukraine. OK. Donc, ils m'ont donné une équivalence en sciences humaines. OK. Sciences humaines, c'est la psychologie, la sociologie, la langue, c'est la science humaine, non? Mais moi, j'ai étudié pendant 2 ans et demi la mathématique, la statistique, en tout cas, c'était plus la science. Quand j'ai reçu mon équivalent, je ne pouvais pas poursuivre mes études dans mon domaine. Ouais. Il fallait changer. Donc là, tu t'es penchée vers... plus vers soins infirmiers, parce qu'encore, il fallait trouver Là, je me suis retrouvée toute seule. Il fallait trouver un emploi assez rapidement. Et en tenant compte des déficits linguistiques aussi, hein? Je ne pouvais pas appliquer sur le poste, oui, qui avait les exigences linguistiques plus élevées. Donc, c'était une limitation fonctionnelle assez importante au début. Donc, c'est un compromis un peu que tu as décidé de faire. C'était un compromis, oui. J'ai appliqué à l'école professionnelle de Faubourg avant sur un programme de soins, assistance, soins infirmiers, quelque chose comme ça. Et j'ai été acceptée. Donc, j'ai passé 2 ans, ou presque, c'est 18 mois, plus ils nous ont donné 3 mois encore de français. Parce que c'était un groupe pour les immigrants. C'était le 2e et le dernier groupe qui a été organisé par l'école. Et moi, j'ai été acceptée dans ce groupe. Et pendant 2 ans aussi, j'ai étudié à temps plein, comme d'habitude, lundi à vendredi de 8 à 4. Puis j'ai trouvé un emploi
à la boulangerie Première Moisson à Outremont. Encore grâce à la propriétaire extraordinaire française de cette boulangerie, qui, pendant l'entrevue aussi, a fait un grand soupir, puis elle dit « OK, je vais essayer, je vais te prendre, mais démissionne pas de ton emploi antérieur pour l'instant. On va voir samedi, dimanche comment ça se passe. » Puis, à la fin de dimanche, elle m'a dit « Oui, je te prends à temps plein. » Donc, j'ai travaillé à temps plein et après, j'ai continué à travailler à temps partiel toujours. Puis ensuite, tu as continué tes études à Bois-de-Boulogne, je crois. Oui, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans une clinique d'immigration. Excellent, extraordinaire aussi mon expérience et mes connaissances linguistiques déjà de plusieurs langues m'ont beaucoup aidé. Et en 2008, j'ai appliqué au Collège de Bois-de-Boulogne. Puis maintenant, tu es rendu dans un CHSLD. Voilà. Ouais. J'ai terminé bien mon collège. Ça a été difficile, mais c'est faisable. J'ai été encouragée par plusieurs professeurs. J'ai rencontré en fait les gens extraordinaires encore. Et oui, j'ai trouvé un emploi dans un CHSLD. Parfait. Puis, justement, par rapport actuellement à la crise qu'on vit dans les CHSLD, niveau COVID, comment tu vois la situation gérée ici au Québec, au Canada? De façon générale, ils ont fait un très, très, très bel job. Okay? C'est sûr que la gestion n'était pas parfaite, mais je suis convaincue que les représentants gouvernementaux ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire dans la situation où on était et selon les ressources qu'on avait et les connaissances à l'époque aussi. Et tout le monde paniquait, tout le monde attendait des actions, de l'information. Les nouvelles n'étaient pas rassurantes. C'est sûr que dans certains endroits, la gestion était peut-être un peu plus facile, dans les autres, un peu plus difficile. Mais encore, il faut prendre en considération que le Canada, c'est un pays qui n'a jamais, en fait, vécu les guerres, d'autres pandémies comme d'autres parties du monde. La population n'a pas été exposée vraiment au danger réel à un moment donné. Donc, et je pense que toute la génération devrait garder dans la tête un moment important, remarquable. Dans mon travail, tout le monde parlait de verglas 1998. Cette génération se rappelle de cette période. Crise, et une autre génération va se rappeler d'une autre crise. Mais c'est sûr qu'ils vont apprendre, ils vont réviser de tout ce qui a été fait. Puis, je suis sûre qu'ils vont établir un plan peut-être plus strict, plus clair, comment réagir dans telle ou telle situation dès le départ. Mais au mois de mars, ça a été épeurant. Oui, c'est sûr. Pour tout le monde, puis en plus, beaucoup pour ceux qui étaient au front aussi. Personne ne savait absolument rien de rien. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, aux nouveaux immigrants? Qu'est-ce que tu penses qui est la clé de ta réussite d'intégration ici? Le premier facteur, c'est la motivation. Quelle motivation tu as? Et si tu veux vraiment t'intégrer, tu vas le faire. Il y a les ressources, il y a des obstacles aussi, qui sont quand même possibles de parcourir. Okay? Deuxièmement, c'est l'âge à quel tu arrives. C'est très important. Okay? C'est sûr que plus tôt tu arrives, plus c'est facile de s'intégrer. Puis la troisième, c'est absolument évident, c'est la langue. Il faut apprendre la langue française et anglaise. Il faut parler les deux. C'est mieux de parler espagnol, russe, ukrainienne. Plus tu parles, plus tu as accès à l'information et plus tu peux contacter avec les gens de différentes nationalités. Puis encore,
ce qui m'a beaucoup aidé à l'intégration. Au collège, j'ai eu un cours de socialisation. Sur la société québécoise, non? Oui, mais c'était sociologie de la société québécoise. OK? C'était un cours obligatoire. Quand j'ai vu tous les cours, j'ai pas pensé que c'était nécessaire. J'ai pensé que c'était je vais dépenser mon temps pour rien. En fait, quand j'ai fini mon collège, c'est le cours que je me rappelle probablement le mieux. C'était absolument génial. Et le cours, oui, c'était une introduction, en fait, dans la société québécoise et la mentalité des gens qui habitent ici. Et quand tu apprends ce cours, là, tu commences à comprendre comment la société fonctionne, quelles difficultés il avait, l'histoire un peu. Parce que les immigrants, surtout non francophones, on est complètement déconnectés. Hein? Je te dis dès le départ comment mes amis à l'Ukraine voyaient Canada. C'est sûr que depuis 1999, maintenant on a Internet, on a plus accès à l'information. Ouais, effectivement. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'accès. Ouais. Mais les gens avaient l'impression complètement erronée, je dirais peut-être. Voilà, si j'avais le pouvoir de suggestion, j'aurais même suggéré au ministère d'immigration d'introduire ce cours sociologie de la société québécoise pour tous les immigrants comme un prérequis avant d'appliquer pour la citoyenneté canadienne avec les exigences linguistiques. Si c'était possible de le faire. Je pense que c'était extrêmement utile. Bon, mais tant mieux. Ben, merci beaucoup, Olena. Merci de m'avoir invitée. Плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Большая медведица и ум